climatique. Climate change. Cambiamenti climatici. 因为应对气候变化。Cambio climatico. There's no planet B. Aujourd'hui, rares sont les ménages qui ne disposent pas d'une voiture. Il n'y a peut-être plus que quelques personnes dans les centres des grandes villes qui peuvent s'en passer. Pourtant, il y a à peine 3 générations, seule une personne sur 25 était automobiliste. Problème, la voiture thermique contribue fortement au changement climatique. Cet objet à lui seul représente 16% des gaz à effet de serre de la France. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment la voiture thermique a pris autant de place dans nos vies et explorer les pistes pour la décarboner. Dans un deuxième épisode, on regardera comment s'en passer totalement, si tant est que ce soit possible. Pour en parler, je reçois Aurélien Bigot, qui a écrit sa thèse sur la transition énergétique des transports. En outre, il est l'auteur du livre Voiture, publié chez Tana Éditions. Vous écoutez Échange climatique. Comment la voiture est-elle devenue indispensable ? Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour. Vous avez fait une thèse sur la transition énergétique des transports. Vous êtes l'auteur de Voiture au pluriel publié chez Tana Éditions. Aujourd'hui, vous êtes chercheur indépendant et associé à la chaire Énergie et Prospérité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous faites en ce moment ? Quelles sont vos activités ? Alors, j'ai des activités un peu diverses, mais qui tournent toutes autour, en effet, de la transition énergétique des transports. Donc, à la fois, essayer de continuer à produire de la connaissance sur le sujet, donc de continuer certaines recherches ou mettre à jour certaines des recherches de la thèse, et puis pas mal d'activités, un peu plus de diffusion, finalement, entre des podcasts de ce type, quelques sollicitations médias, quelques publications sur les réseaux sociaux, quelques articles, un peu de vulgarisation. Et puis, en effet, le livre Voiture fait Cornote qui vise aussi à essayer de toucher un public un peu plus large sur ces thématiques. On va faire un petit jeu de rôle pour commencer. Je suis un homme qui vient du passé, vers les 1800. Vous êtes vendeur dans une concession automobile. Qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre d'acheter une voiture ? Eh bien, dans ces cas-là, je vendrai le fait que ça va être un véhicule qui est beaucoup plus rapide que les modes de transport à ce moment-là. Il y avait en gros que la marche ou un peu de transport attelé en 1800. Et que ça va permettre d'aller un peu sur n'importe quel point du territoire de manière facile, rapide et pas si coûteux que ça, même si en 1800, pour le coup, ce serait hyper coûteux d'imaginer un tel véhicule. Mais voilà, en tout cas, vanter les mérites de la rapidité, de pouvoir accéder à n'importe quel point du territoire facilement et dans des très grandes conditions de confort. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 38 millions d'automobilistes. Merci pour la transition. C'est presque une voiture par personne. Il n'y a plus que dans les centres des plus grandes villes que les gens n'ont pas de voiture, et encore. Je voudrais qu'on se demande un petit peu comment on en est arrivé là. On verra dans une deuxième partie qu'il y a des bonnes raisons de réduire notre usage de la voiture. Quelles sont pour vous les causes majeures ? Si on regarde les fameux cours de Jean Covici, pour lui, la raison primordiale, c'est l'accès à l'énergie abondante et peu chère, qu'on a connu surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est un facteur en effet déterminant, quoi. Sans cette énergie abondante et peu chère, en effet, on n'aurait pas pu avoir une telle diffusion de l'automobile. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs, donc c'est finalement un facteur nécessaire mais non suffisant dans cette diffusion de l'automobile. Mais c'est sûr que quand on se pose la question, par exemple, de 1 litre de pétrole, ce que ça représente en termes d'énergie, ça permet de faire de l'ordre de 20 km pour une voiture, pour un véhicule de plus d'1 tonne. Et si on s'imagine pousser la voiture sur 20 km avec notre propre force, on réalise bien à quel point, finalement, ce litre de pétrole qui nous paraît, ce litre de carburant qui nous paraît en général trop coûteux, quand c'est 1,50 €, 2 € le litre, en effet, au vu des consommations qu'on a actuellement, ça peut représenter des budgets loin d'être négligeable. En fait, par rapport en tout cas à l'énergie que ça apporte, à ce que ça permet de faire comme distance, à atteindre comme vitesse, etc., c'est énorme en tout cas par rapport, par exemple, à l'énergie humaine que l'on peut avoir et au mode de transport qu'on aurait, en tout cas, si jamais on n'avait pas eu cette énergie abondante et peu chère qu'est le pétrole. Vous rapportez dans votre livre que pour se payer le carburant pour rouler 100 km, il fallait travailler 3 fois moins longtemps au SMIC en 2018 par rapport à 1910. Pourtant, c'est en 2018 qu'il y a eu la crise des gilets jaunes et depuis ce moment, le prix de l'essence est surveillé par le gouvernement comme le lait sur le feu. En 2022, avec l'inflation qu'on a connue, il a dépensé 8 milliards en bouclier tarifaire pour contenir la hausse de son prix. Comment vous pouvez expliquer ce sentiment qui pourrait être un paradoxe? L'énergie est moins chère et pourtant une hausse qui peut paraître légère à première vue.
tant tout de suite la situation sociale? Ouais, bah, c'est parce que, en fait, les consommations sont bien plus importantes aujourd'hui, et du coup, c'est ça qui fait que, même si on peut se payer des plus longues distances, comme on fait des distances bien plus élevées en voiture, eh bien, en fait, il y a une dépendance finalement à la voiture, une dépendance au pétrole qui est aujourd'hui, très forte et du coup, on devient très vulnérable à ces hausses de prix des carburants parce que, on en a davantage besoin dans nos modes de vie, d'aujourd'hui qu'en 1970. Si je prends juste un petit peu plus de recul, en 1950, donc il y a 3 générations, c'était encore plus de 80% de nos temps de transport qui étaient à partir de la marche. Donc finalement, la voiture était à un niveau très faible de diffusion. Il y avait une voiture pour 25 habitants en 1950. Et après, ça s'est diffusé de manière très forte. Et en gros, depuis le début des années 2000, on est plutôt autour de une voiture pour 2 habitants. Donc désormais, la voiture a pris énormément de place dans la mobilité, dans les modes de vie, etc. Et c'est ça qui fait que finalement, si on renchérit le coût de la voiture, notamment pour les personnes aux revenus les plus modestes, eh bien, ça peut devenir une contrainte financière très forte, d'où les révoltes qu'il peut y avoir si jamais cette situation est créée par une taxe carbone ou que voilà, les dépenses deviennent difficiles à aligner pour certains ménages. Et donc j'ai parlé de ces 8 milliards l'année dernière, mais de manière générale, la voiture est massivement subventionnée, mais c'est peut-être quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte dans la vie de tous les jours. Ça aussi, c'est une raison de son émergence. Oui, complètement. En tout cas, le développement de l'automobile a été assez largement soutenu par les pouvoirs publics. On peut penser en priorité aux infrastructures de transport, notamment les infrastructures de transport rapide, telles que les autoroutes, tout un réseau de routes finalement, de la ruelle jusqu'à l'autoroute qui a été mis en place pour permettre justement ces déplacements rapides, efficaces sur l'ensemble du territoire. Donc ça a été très largement subventionné, très largement financé par les pouvoirs publics. On peut citer également le soutien qu'il peut y avoir à l'industrie automobile ou plus globalement un peu à l'écosystème d'acteurs du système automobile qui sont assez largement soutenus. On l'a vu aussi particulièrement au moment du Covid où l'idée c'était très rapidement de faire un plan de relance un peu à l'identique ou relancer la machine automobile au plus vite, alors qu'idéalement il aurait fallu profiter de ce moment-là pour se questionner sur l'avenir qu'on veut donner à l'automobile et plus globalement à nos mobilités. Et puis sur la question plus globalement des subventions, de la fiscalité. Alors, c'est difficile d'y voir clair parce qu'il y a à la fois aussi des taxations sur l'essence, typiquement sur les carburants qui sont importantes. Donc, il y a aussi des recettes fiscales via l'automobile. Mais il y a aussi, par ailleurs, beaucoup de mécanismes fiscaux qui aujourd'hui ne sont pas vraiment dans le bon sens, dans le sens d'encourager plutôt les modes alternatifs à la voiture. Et il y a un certain nombre de mécanismes fiscaux, les frais kilométriques qui sont largement surestimés. Du coup, ça peut amener aussi à des financements pour la voiture importants sur la fiscalité à l'achat des véhicules qui n'est pas forcément bien alignée avec nos objectifs environnementaux, etc. Il y a tout un tas de dispositifs qu'il faudrait revoir si on voulait avoir une politique plus cohérente autour de la voiture. Mais du coup, c'est cohérent, d'accord, l'industrie française automobile, elle est super importante en France. Je crois que c'est 8% des emplois de près ou de loin qui tournent autour des transports, pas que... Autour de la route notamment, des transports routiers. Donc on peut comprendre que l'État supporte ces travailleurs, ce qui est tout à fait logique, mais je pense que la voiture est, peut-être vous me corrigerez, mais est aussi subventionnée dans des pays où il n'y a pas d'industrie forcément automobile aussi importante. Donc du coup, je continue à essayer de chercher les raisons. Une qui me trotte la tête, donc c'est du point de vue de l'aménagement du territoire. Est-ce que c'est notre désir d'avoir un pavillon individuel qui crée le besoin de la voiture? Parce que si on avait tous des superbes voitures pas chères, mais qu'on n'avait aucune raison de l'utiliser, peut-être il n'y aurait pas eu cette émergence. Est-ce que c'est le pavillon individuel qui nécessite de la place et donc de faire plus de kilomètres par jour? Alors, c'est une des raisons aussi très fortes au développement de l'automobile. En tout cas, le fait que l'aménagement du territoire a été façonné par et pour l'automobile. Donc, quelque part, par l'automobile, c'est qu'on n'aurait pas eu un étalement urbain aussi fort que ça, typiquement si on n'avait pas eu la voiture qui permet de faire ces déplacements à plus longue distance de manière assez rapide, d'accéder un peu à tous les points du territoire
Ce que ne peut pas forcément de la même manière, par exemple, les transports en commun qui doivent être concentrés Rentable. autour d'axes avec des flux de déplacement suffisamment importants. Ce que ne permettent pas non plus vraiment la marche et le vélo qui sont sur des distances qui sont davantage limitées. Donc si vraiment on est sur du périurbain, voire du rural qui demande un certain nombre de kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre la ville, pour rejoindre son emploi, ses activités, les lieux d'achat, etc. Bien quelque part, on a aménagé tout ce territoire grâce à l'automobile. On pourrait dire ça comme ça si on voit cet aménagement de manière positive. Et puis, une fois qu'on a cet aménagement-là, bien, c'est pour l'automobile dans le sens où, comme je disais, les modes actifs comme la marche et le vélo et les transports en commun deviennent un peu disqualifiés par cet aménagement-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que finalement, les choix de localisation à la fois pour les habitants, donc en effet avec le pavillon individuel qui a été dans cette direction-là, aussi les choix de localisation des commerces, notamment les centres commerciaux en périphérie. La France moche de Télérama. Il y a de ça, en effet, qui a joué aussi à ce développement de l'automobile. Les diverses activités assez dispersées sur le territoire et puis avec cet éparpillement qui est important, ça joue aussi en faveur de l'automobile et c'est ça qui est un des facteurs de dépendance aujourd'hui à la voiture, une fois qu'on est un peu prisonnier quelque part de cet aménagement du territoire, qu'on peut modifier progressivement, mais c'est avec des inerties extrêmement fortes. On reviendra, je pense, sur la modification de l'aménagement un peu plus tard. Juste pour finir, sur l'aménagement du territoire, il y a un moment donné, pendant peut-être les 30 Glorieuses, où on a carrément dépassé les bornes. Parce que, ok, on relie des centres périurbains ou ruraux à des villes, mais on a carrément mis des parkings un peu partout, au cœur des plus belles places de nos villes. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on y revient un peu. Oui, complètement. La place occupée par l'automobile est assez énorme et c'est vrai qu'il faut un peu regarder autour de soi, notamment en ville, pour voir à quel point cette place est importante, à la fois pour les infrastructures, pour la circulation des véhicules, donc tout ce qui est lié aux routes, aux rues, etc., mais aussi pour le stationnement, en effet, alors que ce soit du stationnement sur voirie ou bien des places de parking, on peut le prendre dans les deux sens du terme. En effet, il y a des très belles places dans tout un tas de villes qui sont en fait des places avec seulement du parking dessus, donc des surfaces artificialisées, peu de végétation, et puis peu de place finalement à la fois pour les autres modes, mais aussi peu de place pour d'autres activités sociales ou pour se promener ou pour être en sécurité, avoir des places publiques qui sont agréables avec éventuellement des marchés, des événements, de la place pour que les enfants puissent jouer en sécurité, ce qui était le cas avant l'arrivée de l'automobile dans les villes, de la place pour les terrasses, éventuellement, on l'a vu aussi la tendance au moment du Covid. Donc en fait, on a tout un intérêt aussi en termes environnementaux, en termes de santé, mais aussi en termes de qualité de vie, de réduire cette place de la voiture dans les villes, mais pas que dans les grandes villes. C'est aujourd'hui ce qu'on voit principalement comme transformation, mais aussi dans les plus petites villes et même dans les villages, d'avoir des places qui soient plus agréables et qui soient faites finalement pour les gens plus que pour les voitures, quoi. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des transformations très fortes à mener. Mais comment on a pu pousser le curseur aussi loin? Est-ce que c'est parce que pendant cette période de l'après-guerre, l'imaginaire de la voiture, c'était, je sais pas, la modernité, l'individualisme Alors, en effet, il y a un imaginaire un peu global sur l'ensemble de la société désormais. Il a pu être poussé en effet par les industriels, par la publicité, qui a beaucoup vendu aussi tous ces imaginaires-là. Celui en effet du progrès, celui de la modernité, celui de la préférence nationale, de la patrie, des industries automobiles françaises, etc. Ça a été un message de publicité assez fort. Certains stéréotypes sexistes aussi qui ont été beaucoup présents dans la publicité, encore de temps en temps, mais pas autant qu'à l'époque. Et puis de plus en plus, la publicité automobile s'est tournée vers en effet l'individualisme, le symbole de liberté qui est beaucoup vendu dans les publicités. Et bien évidemment, si les publicités n'avaient pas autant porté ce type de message-là, ce ne serait pas autant imprimé que ça dans notre inconscient, quelque part, que la voiture est synonyme de liberté, synonyme
de cette capacité à se déplacer où on veut, etc., avec des publicités qui finalement, par rapport à la réalité, sont même assez mensongères, quoi. Quand on voit des voitures qui sont seules sur une route complètement vide, que ce soit à la campagne ou que ce soit en ville, bien évidemment, ça ne représente pas la réalité de ce qu'est vraiment la voiture et qui n'est pas toujours une liberté comme peuvent le présenter en tout cas les publicités, à la fois parce que les automobilistes, pour beaucoup, sont dans une situation de dépendance par rapport à la voiture. Donc, en effet, quelque part, si la voiture est leur seul moyen de se déplacer, mais quelque part, c'est leur moyen de liberté, mais aussi, c'est aussi une dépendance de ne pas avoir d'autre choix que la voiture. Et puis, souvent, typiquement en ville, prendre la voiture, c'est aussi se retrouver dans des embouteillages, pas forcément sur des routes vides sur lesquelles il y a le plaisir de conduite qui est vendu aussi dans les publicités. Et puis, il y a aussi à quel point liberté pour les autres, à la fois sur toutes les conséquences environnementales qui peuvent déjà nous priver de certaines libertés, mais encore plus à l'avenir, si on pense par exemple aux conséquences du changement climatique qui peuvent nous priver d'un certain nombre de libertés, mais aussi finalement avec la marginalisation des autres modes de transport. Bien, par exemple, pour des personnes qui habitent à la campagne, qui aimeraient se passer de la voiture, qui aimeraient prendre le vélo plutôt que la voiture, par exemple, pour leurs déplacements, mais ils n'ont pas forcément cette liberté-là parce que justement ces déplacements-là ne sont pas sécurisés ou bien pas possible, par exemple, s'il n'y a pas de transport en commun dans tout un tas de lieux du territoire. Donc, cette notion de liberté, bien évidemment, elle a été poussée aussi par le secteur automobile, mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, elle est intégrée beaucoup plus largement dans la société et le message a infusé beaucoup plus largement dans les inconscients collectifs. Le marché de la voiture, il est particulier en ceci que la grande majorité des voitures vendues sont d'occasion. Oui, en effet. Alors, le marché de la voiture, avant Covid, en gros, on était à 2 millions de voitures neuves vendues chaque année en France. Ok. Ça a beaucoup baissé depuis 2020. Donc, 2020, on était à un peu plus d'1,5 million, autour des 1,6 million sur les 2 dernières années, là, 2021-2022. Donc, on est en gros à moins 20, voire moins 25% sur les 3 dernières années par rapport au niveau d'avant Covid. C'est énorme. En effet, c'est une baisse très, très significative liée au Covid, liée aux pénuries de certains composants, liée à la guerre en Ukraine qui a tendu certaines chaînes d'approvisionnement aussi, liée au renchérissement du coup pétrole. à la fois du pétrole et puis des voitures aussi sur le marché du neuf, et puis ça s'est répercuté aussi sur le marché de l'occasion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, la proportion aussi parmi les voitures neuves qui est achetée par des entreprises, cette proportion est de plus en plus forte. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié des voitures neuves qui sont achetées par des entreprises, alors soit pour des véhicules de fonction, pour la flotte de véhicules d'entreprise, aussi par des loueurs de véhicules qui vont les acheter et puis les garder une durée assez courte pour après les mettre sur le marché de l'occasion, ou encore pour des véhicules de démonstration pour des concessionnaires, etc. Et donc, il y a moins de la moitié des véhicules qui sont achetés directement par des ménages pour les véhicules neufs, et ce sont, disons, les ménages les plus aisés qui peuvent se permettre d'acheter sur le marché du neuf. En 2022, le prix moyen d'une voiture thermique neuve hors aide, forcément pour le thermique, c'est 32 000 €, et pour une voiture électrique, c'est 40 000 €. Donc là, cette fois-ci, hors aide, parce qu'il y a aussi des aides sur l'électrique. Et donc, en fait, finalement, quand on compare, c'est moins d'1 million du coup de voitures neuves qui sont achetées par des ménages, par des particuliers, avec le marché de l'occasion qui, lui, est à plus de 5 millions de véhicules vendus chaque année. Eh bien, suivant les années, en gros, il va y avoir 5 à presque 10 fois plus de voitures achetées par les particuliers sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Et là où ça peut poser un problème d'un point de vue social aussi, c'est que sur le marché du neuf, du coup, ça va être des entreprises et des ménages assez aisés qui vont pouvoir se permettre des véhicules davantage surdimensionnés,
qui ont aussi davantage une image de statut social plus élevé, donc des véhicules plus haut de gamme, des véhicules qui vont être plus lourds, plus gros, la mode des SUV, etc., qui vont consommer plus de ressources, donc vont être plus coûteux. Et en fait, finalement, sur le marché de l'occasion, du coup, les autres ménages moins aisés qui pourraient souhaiter des véhicules plus petits, plus légers, davantage adaptés à leur trajet du quotidien, eh bien, ils n'ont pas tant que ça le choix, finalement, en tout cas dans les véhicules. Ils n'ont qu'un choix, en tout cas, parmi les véhicules qui ont été achetés auparavant sur le marché du neuf. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que le prix des voitures neuves, de par la taille grandissante, a augmenté de X%. Et donc, cette augmentation se répercute de la même manière sur le marché d'occasion. Oui, en tout cas, comme il y a des fortes tensions sur le marché du neuf, ça a fait augmenter les prix via les tensions qu'il y a pu y avoir, notamment les délais de livraison qui augmentent, etc. Mais aussi vraiment une stratégie des constructeurs d'aller vers des véhicules davantage haut de gamme et quitte à avoir moins de volume vendu, qui fassent suffisamment de marge sur ces véhicules-là pour bien s'y retrouver en termes de profit. Et en gros, c'est vraiment ce qu'on a observé là sur les dernières années. Il y a des profits, même records, par exemple, de Stellantis qui ont été annoncés ces derniers mois, malgré finalement la chute du marché des voitures neuves. Un peu contre-intuitivement, finalement, les constructeurs automobiles s'y retrouvent très bien parce qu'ils avaient presque soit anticipé, soit en fait, c'est aussi en partie leur stratégie qui a mené à ça, à moins de véhicules vendus, mais des véhicules qui sont plus chers, sur lesquels ils s'y retrouvent. Mais par contre, on y est perdant sur la transition écologique et et d'un point de vue social aussi, en particulier pour les ménages les moins aisés, qui déjà peuvent pas accéder au marché du neuf, surtout si jamais c'est un marché sur lequel les véhicules sont de plus en plus coûteux. Et en fait, c'est ce côté plus coûteux du marché du neuf fait qu'une grande partie des ménages essaient de se tourner vers davantage encore sur le marché de l'occasion, qui lui aussi a eu des prix qui sont en hausse également. Ouais, donc en gros, si je dis pas de bêtises, quand on va acheter une voiture neuve, si on achète le plus petit modèle disponible, le constructeur va marger à quasiment zéro. Et si on achète un SUV, c'est dans 30% à peu près. Là, j'ai pas le chiffre directement en tête, mais en tout cas, en effet, il y a beaucoup plus de marge sur ces véhicules plus gros, plus lourds, plus haut de gamme, davantage les SUV, etc. Et du coup, c'est aussi sur ces modèles-là qu'ils ont poussé la publicité, qu'ils ont essayé de mettre en avant aussi ces véhicules-là, parce qu'ils y ont intérêt financièrement. Et c'est ça qu'il faut réussir à changer, c'est qu'à partir du moment où ils y ont intérêt, on peut se dire que c'est normal qu'ils aillent dans cette direction. En tout cas, comme leur critère de choix, c'est les critères économiques, forcément qu'ils ont fait ces choix-là. Et on peut se dire qu'en gros, dans la transition, il y a deux grands types de leviers qu'il faut solliciter, à la fois le levier technologique du passage, notamment à l'électrique pour les voitures, et ça, les politiques publiques ont régulé de manière très forte quand même pour qu'il y ait ce passage à l'électrique, et du coup, les constructeurs y vont, même s'ils n'y seraient pas allés d'eux-mêmes sans qu'il y ait des régulations publiques. Et puis, l'autre aspect de la transition, c'est tout l'aspect sobriété. Et là, pour le coup, les politiques publiques ne mettent pas du tout les bonnes incitations, les bonnes contraintes sur les constructeurs pour qu'ils aillent vers des véhicules plus sobres. Et c'est vraiment ça qui manque et qui fait que, voilà, en effet, les constructeurs s'engouffrent dans cette brèche de faire de plus forts profits sur ces véhicules plus haut de gamme. Donc, les SUV sont pointés du doigt, souvent, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être un SUV qui pose problème? Il y a des grosses voitures qui pèsent quasiment aussi lourd comme des berlines, par exemple. Est-ce que c'est la masse? Est-ce que c'est l'aérodynamisme? Parce que souvent, on rétorque, mais la masse, c'est pas le problème qu'il faut regarder. Il faut regarder autre chose. Ouais, on pourrait dire ça pour un peu tous les critères. C'est pas le bon critère, etc. Mais en fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on regarde en termes de surdimensionnement ou de non-sobriété des véhicules. Sur les SUV, à proprement parler, ce qui pose problème, c'est avant tout l'aérodynamisme. C'est que c'est une forme de véhicule qui est particulièrement inefficace parce que, voilà, plus haute sur l'avant du véhicule, beaucoup moins aérodynamique. Et du coup, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est négatif. Et l'autre élément, c'est que souvent, les SUV sont aussi plus lourds, mais finalement, de plus en plus, il y a eu aussi cette forme de véhicule des SUV qui s'est appliquée, y compris à des véhicules plus légers, y compris presque à des
des citadines qui ont des formes de SUV, etc. Donc, c'est difficile de faire une catégorie unique des SUV qui serait forcément le mal absolu et puis les autres seraient vertueux, dans le sens où il y a un peu un mélange des genres de plus en plus entre les catégories de véhicules. Donc les SUV sont pas la bonne voie, on peut le dire, au moins d'un point de vue aérodynamisme des véhicules, mais en effet après quelque part, les SUV sont devenus de plus en plus légers au cours du temps. C'est que pendant un temps, la forme des SUV, c'était principalement des 4x4 très lourds, etc. Et comme cette forme s'est diffusée, y compris à des véhicules plus légers, eh bien, si on regarde que la catégorie des SUV, ce sont devenus en cette catégorie-là presque des véhicules de plus en plus sobres, entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est pas le seul critère qui est à prendre en compte. Si je fais la même chose sur le poids, on pourrait dire aussi, oui, mais le poids, c'est pas non plus le seul élément à prendre en compte. Donc, en effet, il faut combiner différents éléments. Il y a cette question des SUV, donc qui n'est pas une forme efficace. Il y a la question du poids des véhicules qui a forcément une implication forte dans les consommations d'énergie des véhicules, parce qu'un véhicule plus lourd à transporter, à bouger, ben, ça va nécessiter plus d'énergie, bien évidemment. Il y a aussi la question de la puissance, de la vitesse des véhicules. Il faut savoir que les véhicules neufs qui sont vendus sur le marché, leur vitesse maximale, c'est de l'ordre de 180 km/h. Il y en a même qui vont beaucoup plus vite que ça, etc. Et ça, c'est à la fois inutile d'avoir une puissance, une vitesse aussi importante que ça. C'est aussi dangereux. Et du coup, ça surdimensionne aussi les moteurs par rapport à une situation où on devrait plutôt essayer d'aller vers des véhicules plus efficaces et qui surdimensionnent pas trop par rapport à l'usage. Et si on regarde encore un peu plus globalement, finalement, les véhicules qu'on a et puis qu'on met ça en comparaison avec les usages du quotidien, on a pour beaucoup quand même des véhicules qui font 5 places, qui pèsent de l'ordre de 1 tonne à 1 tonne 5, voire même plus pour certains véhicules électriques en particulier ou véhicules hybrides rechargeables. Des véhicules qui ont aussi cette vitesse maximale très largement surdimensionnée par rapport aux usages ou ce qui est permis sur les routes. Et puis aussi, on peut dire pour les véhicules électriques, de plus en plus, on cherche à avoir des autonomies très importantes de 300, 400, 500, voire plus kilomètres d'autonomie. Et en fait, quand on regarde en comparaison quels sont les trajets du quotidien, c'est très souvent des trajets avec une seule personne à l'intérieur du véhicule. Sur les trajets locaux, c'est 1,4 passagers par véhicule en moyenne, 1,4 personnes en moyenne, conducteurs compris. Ce sont des trajets de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, donc en général, sur ces trajets-là, il n'y a pas besoin de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, en tout cas. Des trajets dans lesquels le poids utile qui est transporté, c'est de l'ordre de 100 kg, donc c'est à la fois le poids des passagers, le poids des bagages, et donc on voit bien que le ratio entre le poids du véhicule et le poids transporté est extrêmement inefficace. Et puis sur la vitesse, très souvent ce sont des trajets qui sont à 80 km/h maximum, voire moins pour les trajets en ville. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement sur beaucoup de caractéristiques différentes, les véhicules qu'on a en tout cas ont tendance à être dimensionnés pour faire partir une famille en vacances sur la longue distance, mais du coup se retrouvent largement surdimensionnés pour l'immense majorité des trajets du quotidien. Oui, après, j'ai l'impression que ça fait des années que ça a été dimensionné pour ce trajet dans l'année, sauf qu'on a encore alourdi la voiture, en fait. Il y a quelques années, on aurait pu croire à une tendance inverse. Quand il y avait la Smart, par exemple, il y avait des pubs. Smart, ça veut dire intelligent. C'était la petite voiture maligne qui se gare un peu partout. Aujourd'hui, on est plus du tout dans cet imaginaire de la voiture maligne. Qu'est-ce qui s'est passé ? En effet, en tout cas, la mode des SUV l'a largement remporté par rapport à ces tendances vers plus de sobriété. Après, il y a une contre-tendance en ce moment, si on regarde même que le marché de l'automobile et qu'on regarde le dernier mondial de l'automobile en octobre dernier, il y avait cette sorte de contre-tendance vers des mini-voitures, vers des voiturettes, etc., des véhicules qui sont de l'ordre de 500 kg, voire moins pour certains d'entre eux, et qui finalement sont cette contre-tendance des gros SUV, etc. Quelque part, on a tellement été vers ce surdimensionnement, ce haut de gamme, etc., que ça laisse une place encore plus importante pour que d'autres acteurs proposent des véhicules vraiment plus sobres et vraiment plus adaptés à ces trajets du quotidien. Donc, il faudra voir comment tout ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'inscrit dans une vision plus globale où on peut développer tout un tas de véhicules beaucoup plus sobres par rapport à la voiture, des véhicules qu'on peut appeler intermédiaires entre le vélo et la voiture. Et pour ceux qui sont les plus proches de la voiture et du coup qui permettent le plus facilement, avec le moins de changements de pratique, de remplacer la voiture, typiquement
des mini-voitures qui peuvent atteindre 80-90 km/h et qui, malgré tout, sont beaucoup plus sobres. Si je prends juste un ordre de grandeur, sur la taille des batteries et sur les consommations de ressources. En gros, avec 100 kWh de batterie, on peut avoir l'équivalent d'un pick-up électrique ou un gros SUV électrique. Ça va être ça, en gros, la capacité des plus gros SUV électriques. C'est aussi l'équivalent de 2 batteries pour des voitures citadines. La Renault Zoé, c'est proche de 50 kWh de batterie. Et puis, si on passe justement à ces mini-voitures, à ces voiturettes, là, on est plutôt sur 16 mini-voitures ou voiturettes qu'on peut produire avec 100 kWh de batterie, parce que leur capacité, c'est plutôt autour des 6 kWh. Donc, on voit bien que ce type de mini-voiture, même par rapport à une voiture électrique citadine, ça a des capacités de batterie quasiment 10 fois moindres, parce que le véhicule est plus petit, il est plus léger. Il a en effet une autonomie qui est moins importante, mais qui est suffisante en général pour les trajets du quotidien. Et donc, il y a de la place pour ce type de véhicule aussi pour aller vers plus sobre, sans forcément bousculer outre mesure, en tout cas, un certain nombre de pratiques actuelles. Je ne crois pas trop en la prise de conscience écologique des constructeurs. Est-ce que ce n'est pas parce que la stratégie du toujours plus gros, ils se rendent compte que finalement la niche des personnes qui peuvent acheter, j'ai déjà dit niche, mais leur target groupe, comme on dit en marketing, c'est-à-dire les gens qui sont plus ou moins quand même aisés, se rétrécit à mesure que eux, leur prix augmente et qu'ils se disent que en fait c'est insoutenable. Oui, complètement. Il y a une question de savoir est-ce que leur stratégie actuelle est viable sur le long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, ils s'y retrouvent très bien à faire des véhicules qui vendent plus cher, même s'ils ont moins de ventes. Mais le risque, c'est à force de rendre la voiture de plus en plus inaccessible, qu'ils perdent leurs clients. Donc, il faudra voir est-ce que la stratégie est bonne, surtout qu'après, plus globalement, le contexte actuel, c'est aussi ce virage vers l'électrique, que ce sont des véhicules qui sont plus coûteux à l'achat, pas sur l'ensemble du cycle de vie, mais en tout cas, à l'achat, ils sont plus difficiles en termes d'accès pour les ménages de pouvoir se permettre d'acheter ce type de véhicule-là. Donc, ça rend encore plus difficile l'accès au marché du neuf, ou en tout cas à l'achat de voitures neuves quand elles sont électriques. Et puis, globalement, les problématiques de pouvoir d'achat qu'il peut y avoir actuellement. Et puis, l'arrivée aussi, qui est souvent un peu brandie comme une grande menace sur la question de l'électrique, mais aussi d'autres acteurs étrangers qui pourraient vouloir proposer des véhicules électriques plus sobres, plus légers. Notamment, on parle beaucoup des constructeurs chinois ou des constructeurs asiatiques plus globalement qui pourraient venir sur ce créneau-là et du coup investir un créneau sur lequel il y a potentiellement une vraie demande, mais pour laquelle les constructeurs européens globalement, et notamment les constructeurs français, ne proposent pas suffisamment des véhicules qui pourraient être adaptés aux besoins des automobilistes aujourd'hui et au fait de chercher à avoir des véhicules qui sont moins coûteux à l'achat. Et c'est sûr que à quel point leur stratégie actuelle est bonne sur le long terme, c'est vraiment une grande question. Et il y aurait plutôt un intérêt, si on veut aligner les enjeux à la fois environnementaux, sociaux, mais aussi de relocalisation de l'industrie automobile, de produire des véhicules beaucoup plus sobres, beaucoup plus légers, des véhicules électriques, bien sûr, sur le sol français. C'est intéressant, cette concurrence étrangère qui drive peut-être un peu maintenant les attentions des constructeurs français et européens. Donc, pour parachever le portrait de la voiture, on est obligé de parler de ses externalités négatives. Finalement, il y a encore beaucoup de gens qui meurent en France via la pollution de l'air. Je crois que les chiffres, même s'ils sont à la baisse, ils sont autour de 40 000 par an. Est-ce qu'on peut imputer un certain pourcentage à la voiture dans ces 40 000 ? C'est assez compliqué. En gros, les 40 000 sont liés à la pollution aux particules. Et en gros, les transports au niveau national, c'est de l'ordre de 15% des émissions de particules. La voiture, c'est de l'ordre de 8%. Sauf que ça va être beaucoup plus que cette moyenne nationale, là où l'exposition de la population est forte, notamment à l'intérieur des villes. La part des transports va être bien plus élevée que ça. Et potentiellement, le trafic routier, ça peut s'approcher voire dépasser les 50% de la pollution aux particules quand on est aux abords des routes, là où
où en fait il y a une exposition assez importante. Donc c'est assez difficile de vraiment savoir quelle est la part liée à la voiture, mais ce qui est sûr, c'est que plus globalement, en tout cas, il y a des impacts sanitaires, des impacts sur la santé liés à l'usage de la voiture qui sont importants et qui sont assez sous-estimés. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas suffisamment prendre en compte un certain nombre d'impacts sur la santé. On parle quand même pas mal de la pollution de l'air, mais il y a aussi la pollution sonore, avec des vrais impacts pour la santé. On connaît bien sûr la gêne que ça peut occasionner d'avoir le bruit de circulation, le bruit des voitures, de roues motorisées, les bruits de klaxons, des poids lourds, etc. Le scooter à 3h du matin. Exactement, avec... En fait, via le stress, la fatigue que ça peut impliquer pour le corps, en fait, des vrais impacts sur la santé, y compris pour des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, de l'obésité, qui peuvent être en lien aussi avec cette pollution sonore, qui est globalement un thème qui est très peu repris dans les débats publics ou même dans les politiques publiques. Il y a très peu de régulation, même sur ce bruit des deux roues motorisées, alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, tout le monde me dit « mais pourquoi on n'en fait pas plus sur ce sujet-là ?» Tellement cette gêne est importante et en plus tellement il y a, y compris des impacts loin d'être négligeables sur la santé. Il y a certaines évaluations socio-économiques qui montraient que le coût social de la pollution sonore était plus important que la pollution atmosphérique. Donc après, il faut toujours prendre avec précaution ces analyses-là de coût social, mais c'est en tout cas pour indiquer à quel point finalement cette thématique est assez peu mise en avant et 55% des coûts sociaux liés à la pollution sonore sont liés au transport routier. Donc c'est quand même une part qui est vraiment loin d'être négligeable, plus de la moitié qui est liée au transport routier. Bien évidemment, il y a aussi en effet les accidents de la route qui, pour le coup, en termes de mortalité routière, ne baisse plus depuis une dizaine d'années. On est autour des 3000 décès chaque année sur les routes, et ça avait très fortement baissé depuis le début des années 70. On était à peu près à 18 000 décès sur les routes au début des années 70, donc ça a été divisé par 6, en gros, sur quelques décennies, mais là, ça fait une décennie, en gros, qui n'a plus vraiment de progrès là-dessus. Je voudrais, il y a quand même beaucoup de rapprochements entre pollution de l'air, pollution sonore. Déjà, je pense qu'avec les ZFE, on fait une pierre deux coups, en somme. Est-ce que il y a des preuves tangibles que ce genre de mesures, sur Paris, par exemple, où ça fait, je sais plus moi, 6 ans que ça a commencé. Bon, alors ça a commencé timidement, mais il y a quand même eu des trucs. Est-ce qu'il y a des preuves tangibles que ça améliore la qualité de l'air? Alors, c'est difficile d'isoler vraiment l'effet des ZFE par rapport aux autres effets qui peuvent influer sur la pollution de l'air. Donc moi, j'ai pas de chiffres précis en tête. Je sais qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui existent, en tout cas sur la mise en place de ces ZFE, à quel point ça permet d'accélérer la baisse des émissions, parce qu'on a déjà tendanciellement, en tout cas, une baisse des émissions via le renouvellement du parc avec des technologies qui permettent d'avoir moins d'émissions de particules, moins d'émissions d'oxyde d'azote. Après, comme c'est un différentiel par rapport à cette tendance, c'est assez dur de savoir vraiment quel va être l'impact selon les villes, selon le périmètre des zones à faible émission, et puis selon à quel point, selon la direction que prennent les changements de pratique des automobilistes typiquement qui sont concernés. Est-ce qu'ils vont racheter un nouveau véhicule thermique? Est-ce qu'ils vont racheter un nouveau véhicule mais électrique? Ou est-ce qu'ils vont changer de mobilité pour passer au transport en commun, pour passer à la marche, au vélo? Ce qui, d'un point de vue de l'ensemble des externalités, est ce qu'il y a de plus favorable, on n'a pas dit tout à l'heure, mais sur les autres externalités en lien avec la voiture, nos mobilités, il y a aussi la question de l'inactivité physique. Et le fait de passer à des mobilités actives telles que la marche et le vélo, ça a un vrai bénéfice aussi sanitaire. Très largement supérieur même d'ailleurs au potentiel dommage même de la pollution atmosphérique. En tout cas, il y a des vrais bénéfices pour la santé à passer à ces mobilités actives. Donc en fait, selon l'effet des ZFE, en termes de pratiques de mobilité, la réponse que ça apportera ou pas à l'ensemble des enjeux de transition sera plus ou moins forte si on profite de ces ZFE, entre guillemets, que pour passer d'anciens véhicules thermiques à des véhicules thermiques plus récents, mais aussi lourds, fortement consommateurs d'espace, avec ces impacts pour la santé qui restent importants et pour l'environnement également, bien évidemment. Et bien finalement, ce sera un outil qui sera beaucoup moins utile que si jamais on en profite plus globalement pour restructurer la mobilité vers davantage d'usage des mobilités alternatives à la voiture ou pour des usages plus partagés de la voiture ou pour accélérer aussi l'électrification du parc, mais idéalement vers des véhicules plus légers.
Après, on peut dire que sur Paris, au moins, la stratégie, elle tient quand même sur 2 jambes. On interdit les véhicules les plus polluants, mais en même temps, on propose aussi des alternatives. Les pistes cyclables, et cetera, fleurissent de plus en plus. Oui, complètement. En tout cas, c'est l'ensemble des leviers de décarbonation, des leviers de transition qu'il faut solliciter simultanément. Et c'est vrai que la ZFE aujourd'hui prend une telle place dans les politiques de mobilité qu'il ne faudrait pas en tout cas réduire les politiques de mobilité durable à la transition des véhicules. En plus, on connaît toutes les problématiques sociales qu'il y a, qu'on a déjà abordées sur cette transition des véhicules, en particulier finalement pour les ménages les plus précaires. Donc c'est risqué de faire peser le poids de la transition davantage sur les plus précaires et qui ont le moins de moyens de changer de véhicule. Si jamais on axe trop fortement sur ces ZFE sous l'angle de remplacement des véhicules et un peu de accélération du renouvellement des véhicules, ce qui peut être favorable aux constructeurs, mais voilà, ça ne peut pas être quelque chose de suffisant. Là où ce serait voilà, bien plus intéressant, c'est si jamais ces ZFE sont prises comme un moyen, disons, de mobiliser davantage, d'encourager davantage toutes les mobilités alternatives à la voiture. Ce serait le plus juste à 2 égards. Donc déjà, parce que les voitures les moins polluantes en termes de pollution de l'air sont les plus chères, mais aussi parce que pour être proche d'une bouche de métro ou d'une station de RER, les loyers aussi sont plus chers que celles qui ne le sont pas. Donc à 2 égards, ça pourrait être injuste s'il n'y a pas d'alternative. Complètement. Et puis aussi, en fonction des revenus, finalement, les personnes les plus aisées sont celles qui possèdent le plus de voitures, vont faire le plus de kilomètres aussi en voiture. Donc finalement, on a souvent tendance à dire que s'il y a des politiques anti-voiture, ça va contraindre les ménages les plus pauvres. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Quand on regarde, par exemple, entre les 10% de la population aux revenus les moins importants et les 10% les plus aisés, eh bien, les 10% les plus aisés ont 2 fois plus de voitures, font 2,5 fois plus de kilomètres sur les trajets du quotidien, parce que ce sont des trajets qui sont plus longs, et puis font 4 fois plus de kilomètres sur les trajets de longue distance par rapport aux 10% les moins aisés de la population. Donc, finalement, contraindre davantage la voiture, en tout cas encourager davantage les alternatives, profite encore plus aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, parce que c'est un mode qui est très coûteux. Toute la question sur les ZFE, c'est que là où la contrainte sur la voiture pèse, c'est en effet sur la question de leur niveau de pollution et qui est calculée en fonction de l'année d'achat du véhicule. Et comme les ménages les moins aisés ont à la fois moins de voitures, mais des voitures qui sont en moyenne plus anciennes, eh bien, ça va être beaucoup sur cette partie de la population que va reposer la contrainte sur le renouvellement du véhicule et la contrainte liée aux ZFE. Puis bien sûr, l'éléphant dans la pièce, la voiture, c'est pas terrible pour le climat. À elle seule, ce qui est assez incroyable, c'est ce seul objet représente 16% des gaz à effet de serre. Alors, pour donner un ordre de grandeur, c'est quasiment autant que tout le résidentiel et le tertiaire. Donc, tout notre chauffage, toute notre électricité, sauf qu'en fait, on prend la voiture 1 heure par jour, alors que dans le tertiaire, on y est le reste du temps, quoi. Exactement, ouais, globalement, les transports sont le principal secteur émetteur en France, et donc avec en gros 30%, dont la moitié pour la voiture. Et l'autre tendance qui est défavorable, c'est que c'est vraiment un secteur pour lequel les émissions peinent à diminuer. On va avoir, avec le passage à l'électrique progressif, malheureusement, qui se fait beaucoup trop lentement, en tout cas pour être en ligne avec nos objectifs climatiques. On va avoir quand même dans les décennies à venir des baisses d'émissions sur les voitures ou plus globalement sur les transports, mais ce sera dans un premier temps, surtout si on regarde les émissions directes, c'est-à-dire à l'usage des véhicules, mais pour les voitures électriques, il faut aussi prendre en compte le coût carbone à la production des véhicules, qui est plus important du coup à court terme, et après c'est sur la durée de vie que les impacts sont bien moins importants. Sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule, on va avoir des émissions 2 à 5 fois moins importantes quand on passe à l'électrique en France. Donc il y a un réel intérêt climatique, mais qui n'est pas suffisant quelque part à court terme pour être sur une trajectoire cohérente avec les objectifs qu'on a au niveau national ou qu'on a au niveau international de limitation à 1,5 ou même 2 degrés de réchauffement. Ouais. C'est assez dingue de se dire que c'est un des seuls secteurs, ou voire le seul qui n'a pas baissé ses émissions depuis 1990 en France. Et je crois que c'est un petit peu baissé il y a un peu plus de 20 ans, mais c'était à cause du radar, c'est ça? Ouais, en tout cas, ça fait partie des raisons. Au début des années 2000, il y a une baisse des émissions sur la mobilité des voyageurs. Sur le transport de marchandises, ça intervient surtout avec la crise de 2008. Et sur le début des années 2000, il y a à la fois un peu une tendance de fond liée à la saturation du parc automobile. C'est qu'au bout d'un moment,
on arrête de diffuser la croissance toujours plus la démographique. voiture. Voilà, c'est ça, ou plus de 80% des ménages qui sont motorisés. En gros, aujourd'hui, c'est 35% des ménages qui sont multimotorisés. Donc, cette diffusion de l'automobile qui a beaucoup porté les émissions à la hausse pendant longtemps, eh bien, on arrive un peu à un point de saturation. Donc, il y a un peu cette tendance de fond. Et puis, au début des années 2000, il y a à la fois la mise en place des radars qui fait baisser la vitesse sur les routes et la vitesse, du coup, plus globalement des mobilités a été à la baisse à ce moment-là. Et en gros, c'est un peu à l'inverse de ce qu'il y avait eu dans les années précédentes où on avait augmenté la vitesse et du coup, les gens faisaient plus de kilomètres sans forcément passer plus de temps dans les transports. Et par contre, à partir du moment où on baisse la vitesse, il y a deux réactions possibles. Soit on passe plus de temps dans les transports pour faire toujours autant de kilomètres, soit justement pour ne pas passer trop de temps dans les transports, on baisse les kilomètres parcourus. A priori, il y a eu un peu des deux sur cette période-là. Mais en tout cas, les kilomètres parcourus par les habitants, notamment en voiture, ont baissé à cette période-là. Et du coup, les émissions aussi ont pu baisser pour la mobilité des voyageurs. Donc, il y a très sûrement cet effet radar qui a été significatif parce qu'aussi, sur la majorité des routes, quand on baisse la vitesse, ça baisse aussi les consommations d'énergie par kilomètre parcouru. En plus de ça, on a baissé les kilomètres parcourus. Et puis, une autre raison potentielle, en tout cas les deux se sont un peu alimentés entre eux aussi potentiellement, c'est qu'il y a eu sur le milieu des années 2000 la hausse du prix des carburants aussi, jusqu'à atteindre les sommets au moment de la crise de 2008, le prix du pétrole qui a été en hausse et qui a aussi pu encourager à faire moins de kilomètres sur cette période-là. Donc l'effet radar n'est pas forcément le seul, mais en tout cas, c'est sûrement un effet assez majeur dans la rupture qu'on a eue à ce moment-là. Donc même si on mettait en place tout le vélo, tous les transports en commun, tout le train que l'on peut imaginer, il y a toujours une part des trajets qui ne seront assurés que par la voiture. Par exemple, dans le scénario sobriété de RTE, donc il pousse quand même l'idée de la sobriété à un certain niveau. Il reste 2/3 des voitures aujourd'hui. En 2050, c'est donc 26 millions de voitures. Vous, c'est un chiffre qui vous paraît ambitieux ou plutôt timoré ? Déjà assez ambitieux, en tout cas par rapport aux tendances qu'on a aujourd'hui, parce que ça demanderait un renversement de la tendance. Le parc de voitures est plutôt toujours en hausse actuellement, c'est-à-dire qu'à la fois les ventes ont baissé, mais le nombre de véhicules mis à la casse ou en fin de vie, finalement, n'est pas aussi important que les ventes qu'il peut y avoir. Donc, on est plutôt sur un parc à l'hausse, donc ça demande quand même une rupture très significative. Et on sait que plus globalement, il y a à la fois se passer de la voiture sur un certain nombre de trajets, c'est déjà, un effort ou des changements qui sont déjà significatifs, mais se séparer d'une voiture pour un ménage qui en a plusieurs, déjà là, ça peut être un petit peu plus facile, mais complètement se séparer de voiture pour un ménage qui en a une ou deux, eh bien là, c'est quand même des changements qui sont très significatifs, qui demandent un système de mobilité alternatif à la voiture bien plus développé qu'aujourd'hui. Alors, à la fois, il y a tout un tas de ménages, notamment dans les plus grandes villes, qui aujourd'hui n'ont pas de voiture. Si on prend sur l'ensemble de la population, on est à 80-85% des ménages qui sont motorisés, qui ont au moins une voiture. Donc, ça veut dire qu'il y en a 15 à 20% qui aujourd'hui n'ont pas de voiture. Donc, c'est pas impossible aujourd'hui de vivre sans voiture. Mais là où ça va être plus développé pour l'instant, c'est sur des ménages avec une seule personne à l'intérieur du ménage, ou plus facilement dans les villes, ou plus facilement chez les jeunes qui n'ont pas encore les moyens potentiellement d'accéder à ces véhicules. Et ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que ce fait de vivre sans voiture s'étende à une partie bien plus large de la population, surtout si on veut diminuer par cet ordre de grandeur, là par exemple de 1/3 du parc de voitures, c'est quand même des changements très significatifs dans un laps de temps de 27 ans désormais, donc c'est quand même à la fois quelque chose qui peut être réaliste, mais qui est loin d'être dans la tendance actuelle, ou en tout cas qui demanderait des changements très importants d'ici là. Donc pour les 2/3 du parc, donc 2/3 c'est déjà dans presque une utopie, mais bon, on peut rêver. Bon, bref, pour les voitures qui restent, il y a l'électrique. Est-ce que pour vous c'est la meilleure technologie du pire mode de transport ? Ouais, c'est un peu ça. Alors pire mode de transport, on pourrait faire un match avec l'avion éventuellement. Il y a en effet sur la décarbonation des voitures, il n'y a pas meilleure technologie que l'électrique. Les autres alternatives sont clairement pas suffisamment prêtes ou suffisamment à l'échelle pour pouvoir se diffuser. Donc l'électrique sera indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. On peut le voir dans tous les scénarios de transition énergétique qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Électrifier les voitures, notamment, en tout cas les véhicules les plus légers, ça va être indispensable. Pour autant, c'est pas suffisant. Et en fait,
il y a deux manières un peu de voir la voiture électrique, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour le climat. Si on regarde par technologie, on compare l'électrique par rapport au thermique et au pétrole, ben, elle est bien mieux. Mais si on compare la voiture électrique avec d'autres modes de transport électriques, notamment, eh bien, on va avoir, ça va rester finalement la voiture électrique qui va être le pire par rapport à un bus électrique, par rapport à un vélo assistance électrique ou par rapport à d'autres véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, des mini-voitures électriques ou bien par rapport à la marche, au train électrique, etc., qui, eux, seront bien plus efficaces d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des consommations de ressources et du coup, qui vont avoir aussi des émissions plus faibles. Donc, ça veut dire qu'à la fois, il faut passer à l'électrique, mais que, autant que possible, passer aussi à des mobilités plus sobres que la voiture, surtout si on est sur de la voiture individuelle. Donc, ça veut dire aussi mieux partager les voitures. Néanmoins, il y a encore des freins à son développement. Donc, le premier, c'est le prix. On en a parlé. Vous disiez tout à l'heure que c'était 10 000 euros plus cher qu'une thermique sans aide. Oui. Mais aussi, 000 euros, ouais, 32 000 pour les voitures thermiques, 40 000 pour les voitures électriques. Oui. Mais vous disiez en fait que c'est peut-être un peu une idée reçue parce que quand on regarde déjà sur toute sa durée d'utilisation, c'est-à-dire qu'on fait de l'économie peu à peu sur le prix de l'essence, en fait, c'est pas si clair. Et en plus, si c'est 8 000 euros de différence et qu'il y a à peu près 7 500 euros d'aide. Ouais, ça va un peu dépendre des endroits et des revenus. Maintenant aussi, les aides à l'achat vont dépendre du type de véhicule aussi. Il y a quelques exemptions ou quelques aides qui sont conditionnées au poids des véhicules maintenant ou ce genre de choses. Mais en effet, si on regarde l'ensemble du cycle de vie de la voiture en termes de coûts, c'est déjà profitable aujourd'hui d'avoir une voiture électrique. La question, c'est que c'est plus cher à l'achat, moins cher à l'usage et que du coup, les économies qu'on va en faire, c'est plutôt au fur et à mesure des années. Et puis, l'autre élément, c'est que c'est plus facilement faisable pour des personnes de passer à l'électrique si jamais ils ont des revenus suffisants pour accéder au marché du neuf. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'électrique est très peu disponible sur le marché de l'occasion. Et comme c'est là, sur ce marché-là que s'approvisionne la majeure partie des ménages, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question d'accessibilité via cette question entre marché du neuf et marché de l'occasion. Est-ce que ça peut vraiment résoudre les problèmes, ce marché de l'occasion? Parce qu'admettons, une Zoé, donc 2013, c'était il y a 10 ans, je veux m'acheter ma Zoé au marché de l'occasion, c'est pas du tout la même Zoé aujourd'hui qu'on vend, elle fait beaucoup plus de kilomètres aujourd'hui, peut-être elle est beaucoup plus confortable. Est-ce que c'est pas déjà... est-ce qu'il n'y a pas une obsolescence un peu plus rapide sur les électriques qui fait que le marché de l'occasion est peut-être pas si intéressant? Je pense qu'il y a eu en tout cas des progrès très forts sur les batteries sur les dernières années. Je pense qu'au fur et à mesure un peu de la courbe d'apprentissage, on va être sur des progrès qui sont malgré tout de moins en moins forts. Alors, il y a encore des progrès très importants à faire parce que finalement, les technologies de batterie évoluent assez rapidement. Il y a des chimies de batterie qui évoluent, donc ça pourra faire évoluer aussi à l'avenir le coût des batteries ou leur densité énergétique, etc. Mais je pense qu'en effet, sur les voitures électriques d'il y a 10 ans, mais qui de toute façon sont disponibles en très faible quantité parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de ventes de voitures électriques, il y a des différentiels assez importants par rapport à aujourd'hui, mais je pense qu'il y en aura moins entre les voitures qu'on vend, les voitures électriques qu'on vend aujourd'hui et celles qu'on vendra dans 10 ans potentiellement. Donc à ce moment-là, la question de l'obsolescence est un peu moins importante. Et par exemple, pour les Zoé, il y a eu un rétrofit des batteries pour potentiellement, sur la même voiture, mettre en place des batteries qui ont une plus forte autonomie pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas forcément besoin de remplacer le véhicule, mais qu'on puisse juste remplacer la batterie pour une autonomie plus importante. Donc c'est aussi rentrer dans cette logique d'économie circulaire auquel nous invite finalement le passage à l'électrique avec cette question des ressources en métaux, la question des batteries, etc., qu'il faut réussir autant que possible à rentrer dans cette logique d'économie circulaire, de recyclage, de réutilisation pour éviter de trop gaspiller les ressources et d'avoir des impacts environnementaux trop importants à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut conditionner l'aide pour les véhicules électriques à l'origine de la voiture, donc française ou européenne, ou est-ce qu'il faut continuer d'accorder cette aide à toutes les voitures? Finalement, c'est un peu un arbitrage entre climat et industrie française qui n'est pas facile à prendre. Oui, complètement. En tout cas, ce qu'il faudrait presque même avant, c'est faire en sorte qu'il y ait suffisamment de voitures relocalisées en France, en Europe, pour que justement il y ait des véhicules qui puissent bénéficier de ces aides. Mais en tout cas, c'est sûr que si on veut
être aligné aussi avec les enjeux d'emploi, les enjeux économiques, la relocalisation serait vraiment très souhaitable. Donc il faut pousser dans ce sens-là et potentiellement mettre les bonnes incitations ou les bonnes contraintes, disons, pour les véhicules qui viennent d'autres continents et potentiellement avec des conditions de production moins vertueuses, par exemple en lien avec le mix électrique. C'est vrai que la France a une carte à jouer là-dessus et avoir ce type de conditionnalité des aides peut être vraiment intéressant pour avoir un projet aussi de société plus globale qui permettent d'embarquer du monde aussi sur les volets de production des véhicules, sur la préservation d'un certain nombre d'emplois. On sait qu'il y a plusieurs défis qui sont liés à l'emploi dans l'industrie automobile, dans le sens où à la fois l'électrification demande moins de main-d'œuvre, donc il y a cet effet qui va jouer à la baisse sur l'emploi dans l'industrie automobile. Idéalement, la sobriété sur les véhicules devrait amener à moins de ventes de voitures et des véhicules plus sobres. Donc pareil, ça fait potentiellement moins de recettes. Et idéalement, il faut réussir à compenser autant que possible ces mouvements à la baisse par un mouvement contraire de relocalisation qui permet de relancer un peu plus des emplois plus locaux, que ce soit sur la production des batteries ou que ce soit sur la production, l'assemblage des véhicules en France. Ce qui est en train d'être fait, en tout cas pour les batteries. Oui, c'est ça. Et en tout cas, il y a tout un tas de projets qui vont dans ce sens-là. Pour une partie, pas forcément portés par des entreprises françaises. Mais en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir ces dynamiques de relocalisation pour, autant que possible, essayer d'avoir un minimum d'indépendance, au moins sur certaines phases de la production des véhicules ou des batteries. On ne pourra pas être complètement indépendant, par exemple, sur les métaux, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, cette dynamique est positive et il faut reconnaître qu'elle est quand même présente, même si on pourrait imaginer aller encore plus loin. Il y a encore tout un tas d'accompagnements à faire, mais ça va dans le bon sens. Donc le premier frein, c'est le prix, il est légitime et on attend une seconde vie sur le marché de l'occasion pour que ça rende les prix plus abordables. Le deuxième frein, c'est le manque de bornes de recharge, mais j'ai appris en faisant cet épisode que pour vous, c'était un peu une idée reçue, c'est surtout un frein psychologique. Alors au moins en partie. En tout cas, l'idée c'est que historiquement, il y a eu des très forts gains sur les batteries, sur leur prix, sur leur densité énergétique et du coup sur l'impact carbone. Donc il y a eu des progrès importants sur les batteries, mais sauf que quelque part, on n'en a pas profité pour avoir des véhicules moins coûteux et moins impactants d'un point de vue climatique, mais plutôt pour faire des batteries plus grosses et toujours être dans cette recherche d'autonomie plus importante. Et comme je disais tout à l'heure, finalement, si on regarde les autonomies qu'on a déjà aujourd'hui, en gros, en moyenne, c'est autour des 300-400 km pour les voitures électriques qui sont vendues, et qu'on compare ça au trajet du quotidien, eh bien en fait c'est déjà très très largement surdimensionné aujourd'hui. Donc ça veut pas dire qu'il faut que toutes les voitures électriques ou tous les véhicules électriques qu'on vend à l'avenir n'aient pas plus de 80 km d'autonomie, mais plutôt qu'il faut plutôt une diversité d'autonomie différentes selon les usages, mais idéalement calibrer plutôt les batteries et l'autonomie sur les trajets du quotidien. Ce qui demande bien évidemment, sur les quelques trajets à longue distance de l'année, de faire autrement ou potentiellement d'avoir d'autres solutions de mobilité, donc développer davantage des alternatives à la voiture, potentiellement avoir des véhicules en location pour ces quelques trajets à plus longue distance. Donc, pas forcément mettre des bornes partout. Voilà, l'aide publique étant une ressource limitée, il vaudrait mieux le mettre dans l'aide à l'achat que dans les bornes. Oui, ou disons qu'il faudra aussi des bornes dans tous les cas, mais c'est vrai qu'il y a un côté psychologique qui est très fort dans les bornes publiques, ce qui peut se comprendre, mais quelquefois ça a tendance à cacher finalement d'autres enjeux qu'il peut y avoir derrière, et finalement c'est intéressant même par rapport aux deux premiers freins qu'on a évoqués, celui du prix et celui des bornes de recharge, c'est que finalement à rechercher toujours une autonomie plus forte, et bien finalement ça augmente très fortement le prix des véhicules et du coup ça a un effet négatif sur le premier frein qui est celui de l'accès financier aux véhicules électriques. Et juste pour donner deux ordres de grandeur, deux chiffres, pour une voiture électrique d'1 tonne, le prix d'achat est de l'ordre de 20 000 €. Donc ça va être une voiture électrique d'1 tonne, une batterie qui va être aussi plus petite et une autonomie qui va être moins importante. Si on regarde une voiture électrique de 2 tonnes, donc à la fois parce que le véhicule est plus gros, donc plus lourd aussi, avec une plus grosse batterie qui permet d'avoir plus d'autonomie, eh bien à ce moment-là, on va être sur un coût à l'achat de 50 000 €.
Donc 2,5 fois plus cher. En gros, à chaque fois qu'on augmente de 100 kg le poids de la voiture, on augmente son prix à l'achat de 3 000 €. Donc il faut se poser les bonnes questions de où est-ce qu'on met le curseur, qui va dépendre des usages, qui va dépendre des ménages. C'est pas pour tout le monde le même type de véhicule. Il faut plutôt diversifier pour s'adapter aux usages. Mais en tout cas, idéalement, si on veut aligner la problématique du coût et aussi avoir des véhicules plus vertueux d'un point de vue environnemental, c'est plutôt vers des véhicules plus sobres et plutôt adaptés au trajet du quotidien qu'on alignera davantage ces enjeux-là. Et il y a besoin de bornes de recharge, mais selon moi, il y a potentiellement un défi encore plus gros sur le fait d'avoir des bornes de recharge, en tout cas à proximité du domicile ou éventuellement au travail, plus que des bornes de recharge des fois pour la longue distance, ou en tout cas des bornes de recharge publiques pour les trajets rares, où en fait c'est vraiment une très faible part des recharges qui se font sur des bornes de recharge publiques. Là où ça peut poser encore plus de problèmes, typiquement, c'est pour des personnes qui habitent en copropriété qui n'ont pas accès à une borne de recharge, pour des gens qui habitent en ville ou même à la campagne, mais qui n'ont pas accès à un garage sur lequel ils peuvent facilement avoir une installation chez eux, ou bien pour des personnes qui habitent en ville et qui ont leur voiture sur la voirie et qui n'ont pas de borne de recharge à proximité. Et là, pour le coup, pour ces personnes-là, bien évidemment qu'elles ne prendront pas de véhicules électriques si elles n'ont pas au quotidien une installation de recharge. Et finalement, les quelques bornes de recharge pour les trajets plus exceptionnels sont importantes aussi, mais pas autant finalement que la borne de recharge qui va servir au quotidien et pour 90% des usages. Puis un troisième frein que moi personnellement j'observe, c'est juste la désinformation autour du véhicule électrique. Oui, complètement. Je pense qu'il y a à la fois certaines critiques ou certains questionnements légitimes qu'on peut avoir sur la transition vers l'électrique, parce qu'il y a toujours des défis. Il y a aussi d'autres impacts environnementaux qui peuvent être élevés avec l'électrique. Mais en effet, il y a toute une forme de désinformation qui peut venir pour partie parce que le changement vers l'électrique peut impliquer des changements d'usage, comme j'évoquais. Le fait que la batterie, qu'il y ait une autonomie qui soit plus limitée en fonction de la capacité de la batterie, etc., ça doit nous inviter à repenser plus globalement comment on met plus de sobriété dans la mobilité. Donc je pense qu'il y a une bonne partie des gens finalement qui tiennent à la voiture thermique, etc., s'opposent à ce passage à l'électrique pour ce type de raisons. Puis après, il y a toutes les transformations que ça implique et du coup, à la fois, il peut y avoir des intérêts économiques forts derrière la question de la voiture thermique, derrière l'industrie du pétrole, etc. Et la désinformation a pu être alimentée aussi, bien évidemment, par ces intérêts économiques. Et puis des questionnements qui peuvent être d'ordre plus personnel, en lien avec les freins qu'on a évoqués précédemment, sur le prix, sur les bornes de recharge, éventuellement sur son impact environnemental, parce que justement, beaucoup ont voulu semer le doute, notamment sur son impact climatique, alors que très clairement, en France, on sait très bien qu'il y a un réel bénéfice climatique. Mais voilà, après, ça ne répondra pas à l'ensemble des défis de transition de la mobilité. Donc, à la fois, il faut électrifier, mais il faut aussi revoir plus globalement la mobilité. Et c'est ça auquel, finalement, beaucoup de personnes s'opposent aussi, je pense, dans ce débat. Quelle est la pire fausse bonne solution, les agrocarburants ou les voitures à hydrogène ? C'est difficile de choisir un peu entre la peste et le choléra. Non, disons que les deux peuvent avoir leur pertinence dans la transition, mais à réserver aux bons usages, dans le sens où c'est disponible en quantité limitée. Aujourd'hui, en quantité même très limitée pour l'hydrogène bas carbone. Si on regarde les agrocarburants, les biocarburants, ils sont principalement en concurrence avec les usages alimentaires actuellement, donc très peu vertueux aujourd'hui. Si on va vers des biocarburants de seconde génération, c'est plus vertueux, mais très très peu disponible aussi aujourd'hui. Donc ça veut dire que les utiliser dans les voitures, là où il y aura davantage, là où il y a déjà et là où il y aura davantage d'alternatives avec l'électrique, c'est pas forcément la meilleure option en termes d'allocation des ressources. Mais après, bien évidemment, il y a tout un tas de questions. On peut se dire, par exemple, l'aérien a beaucoup moins d'alternatives, donc il faudrait leur allouer en priorité ces ressources-là qui sont assez rares, de biocarburants de seconde génération, de carburants de synthèse, etc. Mais en même temps, c'est pas forcément les usages les plus indispensables d'un point de vue social, c'est plutôt des pratiques de loisirs pour les ménages les plus aisés. Donc, encore une fois, ça repose d'autres questions d'allocation des ressources. Puis on n'a pas parlé de la voiture hybride qui réglerait quand même le problème des bornes.
En effet, alors l'hybride rechargeable, il y a deux types d'hybrides. Il y a les hybrides non rechargeables qui ont peu de gains d'efficacité énergétique, donc ça peut pas du tout être une solution de long terme, à court terme. Sur le freinage, c'est ça? Ouais, c'est ça, notamment sur le freinage, il va y avoir de la récupération d'énergie qui après va permettre quelques gains de consommation d'énergie, mais qui sont assez faibles, en tout cas surtout sur des trajets de longue distance, sur des phases où il y a peu de freinage. Par contre, si on va être sur des trajets en ville, là, il y a plus de phases d'accélération-freinage où il y aura un petit peu plus de gains. Mais ça peut pas du tout être une solution de moyen-long terme parce que les gains sont trop peu significatifs. Et après, il y a l'hybride rechargeable où là, ça cumule à la fois un moteur thermique et un moteur électrique avec une batterie qui permet de faire de l'ordre de 50 km, quelque chose comme ça. Même, c'est une grosse voiture déjà qui fait 50 km. Oui, c'est ça. Et tout le problème qu'il y a avec ces hybrides rechargeables, c'est que sur le papier, c'est une bonne idée. On a de l'électrique pour les courtes distances et puis du thermique sur les longues distances. Sauf que dans la manière dont ça s'est développé, ça s'est fait pour les 3/4 sur des SUV, pour une grande partie sur des véhicules très lourds, assez haut de gamme, etc. Parce que c'est une technologie qui est coûteuse. C'est pour ça aussi que ça a été vers ce type de véhicule-là. Du coup, sur des véhicules qui sont de l'ordre de 1800-1900 kg, donc largement plus que les véhicules classiques. Et puis un autre problème qu'il y a sur ces hybrides rechargeables, c'est qu'ils sont beaucoup trop peu rechargés et que notamment ils ont été beaucoup diffusés dans les véhicules d'entreprise et qu'une bonne partie des usagers du coup n'avaient pas d'incitation forcément financière notamment à bien recharger régulièrement les batteries et du coup à avoir des cycles de conduite qui sont essentiellement sur le mode thermique et du coup on se retrouve avec des véhicules très lourds qui roulent majoritairement en thermique, notamment pour les véhicules d'entreprise. Et donc, d'un point de vue environnemental, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup moins vertueux que ce qui était sur le papier et que ce qui est prévu dans les cycles d'homologation. Pour la dernière question de cet épisode, j'ai une petite question rituelle. Si vous étiez ministre des Transports, quelles seraient les 3 mesures que vous prendriez pour baisser les émissions de CO2 de nos voitures ? Alors, je dirais qu'un premier élément, ce serait de réorienter sur le marché automobile, de remettre des incitations ou des contraintes, incitations aux normes, qui permettent de davantage se diriger vers des véhicules qui à la fois sont électriques, il y a déjà pas mal d'incitations dans ce sens-là, mais aussi et surtout des véhicules qui sont plus sobres. Et là, pour le coup, il y a énormément de choses à faire. Donc après, toute la question, c'est de voir quels sont les bons niveaux d'incitation, les bons critères à prendre en compte. On peut prendre notamment le critère du poids, qui peut être un critère intéressant parce que ça va agir sur pas mal d'autres éléments de sobriété du véhicule. On pourrait se dire, brider en termes de normes, brider la vitesse maximale des véhicules, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vende des véhicules qui permettent d'aller à 180 km/h, ou pour un certain nombre d'entre eux, même encore plus rapidement que ça. Ce qui est défavorable en termes de dimensionnement de la puissance des moteurs, en particulier pour le thermique, mais aussi pour l'électrique, plus on va vite, plus on a des consommations importantes et une autonomie limitée. Donc ce serait revoir un certain nombre d'éléments sur cette sobriété des véhicules. Et puis l'autre élément finalement en miroir de ça, c'est développer ces véhicules beaucoup plus sobres, ces véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture. Donc là, avoir un soutien public pour faire émerger cette filière, à la fois éventuellement chez les constructeurs, parce qu'eux, ils n'y vont pas pour l'instant d'eux-mêmes de manière très forte, mais aussi ou sinon soutenir l'écosystème qui se met en place, de nombreuses startups qui se lancent dans ce type de véhicules. En tout cas, faire en sorte que à la fois on contraigne les véhicules les plus émetteurs, parce que en fait il y a tout un tas de personnes, ou de ménages ou d'entreprises qui ont les moyens de se payer des véhicules qui sont très coûteux. Donc ça veut dire à la fois faut les rendre encore plus coûteux, mais potentiellement mettre aussi des normes pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un parc de voitures de plus de 2 tonnes à l'avenir, parce que même avec des contraintes, même avec des incitations fiscales, des fois ça peut ne pas être suffisant. Donc à mon avis, il faut combiner les deux et faire en sorte qu'il y ait les alternatives de l'autre côté pour avoir des véhicules plus sobres. Et puis je pense, donc ça ce serait un peu les 2 premiers éléments, et le troisième, ce serait de développer davantage les systèmes de partage, donc à la fois covoiturage et autopartage, donc de voir quelles sont les bonnes incitations à mettre, et potentiellement à quel point certaines flottes par exemple de véhicules, pas que de voitures, mais notamment de voitures électriques, mais aussi de mini-voitures, aussi de véhicules, de vélos spéciaux, etc., pourraient être mis à disposition éventuellement
par certaines collectivités ou bien subventionnés par les collectivités. Il y a déjà des systèmes de ce type-là qui peuvent exister. Mais en tout cas, voilà, faire progresser aussi ces usages partagés de la voiture. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est déjà des choses qui existent, mais qui sont un peu embryonnaires pour certains de ces systèmes-là, ou en tout cas, il y a un potentiel qui est loin d'être exploité à sa pleine mesure. Merci Aurélien Migaud. De rien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.